Cette semaine sur le podcast, je reçois Amélia Matar. Amélia, c'est la cofondatrice de Coloris. Donc, Coloris, c'est une entreprise qui aide les enfants à apprendre le code sans écran. Tout un sujet. Amélia a un passé dans le numérique et dans la tech notamment, où elle a évolué pendant des années et elle a lancé sa boîte. On n'a pas parlé que de Coloris, bien sûr. On a parlé aussi de son rapport à la maternité de ses enfants. Elle a même écrit un livre dont je vous parlerai dans l'épisode. Bref, un épisode plein de bon sens, hyper simple et où j'ai vraiment pris plaisir à échanger avec Amélia. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Amélia Matar. Bonjour Amélia. Bonjour Enger. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci de t'être déplacée jusqu'ici. Alors, j'aimerais parler de plein de choses avec toi, parce que je trouve que c'est une personne qui a plein de choses hyper diverses et très intéressantes. D'abord, j'aimerais parler de Coloris. Qu'est-ce que c'est ? Et après, du coup, je poserai plein de questions là-dessus, parce que ça me passionne les enfants et l'éducation des enfants, etc. Ok, alors Coloris, c'est une approche pédagogique qui permet d'initier les jeunes enfants à partir de 3 ans à la technologie, au numérique, à l'informatique, mais avec la particularité qu'on n'utilise aucun outil numérique, donc sans aucun écran. Ouais. On utilise un conte déjà, on met en scène un petit garçon et une petite fille dans une aventure, une fiction qui est lue aux enfants et qui leur permet de découvrir les grandes notions informatiques comme les algorithmes, le système binaire, la logique booléenne, le fonctionnement de la machine, quels sont les composants, voilà, comment fonctionne toute cette magie, jusqu'à leur parler d'intelligence artificielle. Et les enfants vont aussi, au gré de ces chapitres, pouvoir ensuite manipuler au sein de nos ateliers ces notions à travers des collages, des découpages, des coloriages, des activités de motricité, à travers un petit robot qu'on a sélectionné aussi qui va pouvoir programmer. Ouais. Donc voilà, les enfants, du coup, s'initient au numérique très largement. Mais sans manipuler directement le numérique. Du coup, comment t'es venue cette idée ? Parce que l'éducation, est-ce que c'est un problème de l'éducation au sens large à laquelle tu t'attaques, parce que c'est ça, parce que c'est pas du tout une manière de fonctionner classique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Plusieurs choses. Déjà, effectivement, le constat que finalement, les très jeunes enfants, et on a une étude toute récente qui vient de sortir la semaine dernière de l'INSERM, qui montre qu'en France, en moyenne, un enfant de moins de 2 ans utilise près d'1 heure d'écran par semaine. Alors, écran, c'est un mot très générique qui signifie plein de choses. Mais la télé, le téléphone. Mais en fait, oui, c'est de voir ici 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Oui, voilà, donc on est sur des enfants petits qui sont déjà très consommateurs et finalement avec très peu de repères pour avoir une consommation qui soit éclairée. Donc déjà, c'est vraiment ce constat de manque d'éducation à ces sujets pour des utilisateurs de ces sujets. C'est aussi effectivement un constat de notre système éducatif auquel j'ai envie de contribuer positivement. J'ai envie de pouvoir aussi donner ma vision de l'éducation à travers cette éducation en particulier. Mais dans les ateliers Coloris, clairement, au-delà du numérique, il y a une approche de l'enfant qui est assez spécifique. Ouais. Et dans ça, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup des écrans en disant qu'il ne faut pas d'écran, etc. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus et comment les parents y reçoivent justement l'approche Coloris ? Oui, plein de choses à dire. La première, c'est qu'on n'est pas du tout dans une diabolisation de l'écran. Nous, on propose cette approche de déconnexion parce qu'on pense que c'est important de s'éduquer à ce sujet pour mieux se connecter ensuite. Mais il est évident qu'il y a plein de choses hyper intéressantes sur un écran à partir de 3 ans. Voilà, aujourd'hui, on préconise quand même de limiter l'usage de l'écran avant 3 ans. Et je pense que c'est quand même important de le redire parce que pour le coup, il peut y avoir des vrais effets délétères sur le développement de l'enfant. En revanche, à partir de 3 ans et en grandissant, le numérique, même pour nous adultes, c'est source de plein d'apprentissages, de plein de connexions, de plein de possibilités tout à fait positives. En revanche, c'est vrai que ça requiert d'être accompagné, d'être encadré, d'être régulé, d'instaurer du dialogue. Et là-dessus, pour répondre à ta deuxième question, clairement, on sent qu'on est aujourd'hui dans une période assez anxiogène pour les parents par rapport à ces sujets. Ils se sentent bien souvent perdus. Pour les parents d'enfants plus grands, ils observent que leur enfant
sont en maîtrise de ces outils, ou en tous les cas prétendent les maîtriser, parce que c'est pas parce qu'on fait du TikTok qu'on a compris. Et du coup, se désengagent de leur responsabilité parentale, de leur rôle parental, parce que finalement, ils se disent que l'enfant est peut-être mieux équipé qu'eux, alors que justement, c'est hyper important de rester jusqu'au bout dans l'accompagnement, dans le dialogue, pour que l'enfant puisse avoir un usage qui soit le plus juste possible. Enfin, j'ai vu que dans tes ateliers, tu travailles avec des responsables pédagogique. Comment ça se passe le process? Ça m'intéresse. Oui, alors c'est une très bonne question parce que ça me permet d'aborder l'aspect économique de Coloris, c'est important je crois. Nous, dès le début, on a fait le choix de l'ESS. On est une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc avec cette recherche d'impact social qui est vraiment dans notre ADN, au cœur de nos actions. Et donc nous, nos clients, ce sont les mairies, les collectivités territoriales qui vont nous permettre ensuite de travailler dans les centres de loisirs de la ville avec des enfants très très divers auprès de populations enfants issus de toute origine sociale. Et donc la mairie, une fois qu'effectivement on a considéré que Coloris était une approche intéressante pour la ville et qu'elle souhaite le déployer, va envoyer nos animateurs dans différentes écoles, centres de loisirs. Et elle a également la possibilité, il y a pas mal de mairies qui le font aussi, de former son équipe d'animation, parce que toutes les mairies d'une certaine taille ont une équipe d'animateurs, d'animatrices périscolaires qui interviennent sur ces temps-là. Et donc, elle peut aussi choisir de former son équipe à l'approche coloris et de se doter du matériel coloris de manière à déployer en autonomie auprès des enfants notre approche. D'accord. Et du coup, ça veut dire qu'en amont, toi, tu as déjà une méthodologie toute prête, un kit qui est prêt à être transmis à d'autres personnes pour faire ces ateliers. Absolument, on a constitué des malles pédagogiques par niveau, par thématique, avec une formation associée qui dure en moyenne 10 heures et qui permet effectivement, clé en main, ensuite de déployer l'atelier dans sa classe, dans son centre de loisirs. Est-ce qu'un parent, par exemple, peut se dire « j'ai envie que mes enfants suivent un atelier coloris ». Oui, ça nous arrive très souvent d'avoir des demandes de parents et c'est vrai que nous, notre core business, c'est quand même du B2C, quoi. Enfin, B2B, pardon. Oui, voilà, on travaille avec les mairies en priorité et les écoles, les établissements privés aussi. Donc ça peut être le parent prescripteur et ça on est très demandeur et ça fonctionne très régulièrement qu'un parent nous dise très bien, c'est super ce que vous faites, comment on peut déployer ça dans la classe de mon fils, de ma fille. Et dans ce cas-là, il peut se faire un peu l'ambassadeur de notre approche, aller voir la direction, aller voir sa mairie et faire la promotion de Coloris auprès des décideurs, clairement. Et par rapport à l'éducation classique, tu vois, un cours classique, un cours, ils sont quand même en maternelle, c'est à partir de 3 ans. 3 ans, aujourd'hui on va jusqu'à 10 ans et là on est en train de travailler des contenus pour les plus grands. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à l'éducation classique? J'ai vu la vidéo qui est très, 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 très chouette que vous avez faite, où en fait, il y a plein de trucs de motricité et tout ça sans écran. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça développe d'autres parties du cerveau qu'on ne développe pas du tout en classe? Alors, ce qu'on sait de notre approche, c'est que sur l'aspect purement éducation au numérique, effectivement, les enfants développent une compréhension beaucoup plus fine de ces outils, développent leur esprit critique, ils sont capables de formaliser, de verbaliser des choses hyper intéressantes sur les outils. Donc, on observe cette prise de recul par rapport à l'outil. Et sur les aspects plus académiques, clairement, nos activités contribuent à tout ce qui est mathématiques, repérage dans l'espace, développement langagier, parce qu'on est aussi sur un conte, donc sur tous ces aspects effectivement narratifs qui participent clairement aussi au langage. On ne pense pas forcément à ça intuitivement quand on parle d'informatique, mais voilà. Donc, on est sur à la fois l'éducation numérique et à la fois le renforcement des compétences plus scolaires. Et je suis chiante parce que ça m'intéresse, c'est pour pas ça. Pas du tout. Tu as parlé d'esprit critique, tu vois. Je trouve que dans l'éducation, c'est un peu... on pousse les enfants à trouver la bonne réponse. Est-ce que dans les ateliers, ils ont le droit à l'erreur? Ils peuvent tester, se tromper? Oui, c'est même valoriser l'erreur. On sait aujourd'hui, d'un point de vue neuroscientifique, que l'erreur, en fait, est très importante, qu'il faut absolument dédiaboliser, démystifier l'erreur, parce que c'est ce l'erreur permet d'apprendre concrètement d'un point de vue neurologique. Et donc oui, les enfants des ateliers coloris sont non seulement invités à se tromper, à essayer, et nos activités, la plupart, dès que c'est possible, sont autocorrectives. Donc l'enfant n'a pas besoin d'aller chercher un adulte et donc d'avoir ce côté sanction, récompense, notation. Il peut seul se rendre compte qu'il s'est trompé et corriger en fonction.
Je suppose que tout à l'heure, tu disais il y a des enfants aussi de différents milieux Mm. qui les étudient ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a un truc groupé ou ils le font de manière individuelle? Comment ça se passe? Ça va dépendre de l'âge. Il faut savoir que l'enfant, avant 6 ans, il est ce qu'est une grande pédagogue, je ne la nommerai pas, on va, on va la nommer quand même. Maria Montessori, avant 6 ans, disait que l'enfant est un embryon social. C'est-à-dire qu'il commence évidemment, enfin on observe que le petit enfant, voilà, 3-4 ans, il commence à avoir les copains, etc. Mais la relation à l'autre est en construction et ça peut être très difficile, voilà, voire conflictuel. Ouais. Et donc avant 6 ans, c'est vrai qu'on privilégie les activités individuelles, l'autonomie. En revanche, à partir de 6 ans, l'enfant entre vraiment dans une période très très propice à la coopération. Et on voit là pour le coup, le groupe devient quelque chose de très structurant dans sa vie. Et c'est à partir de 6 ans qu'on va aller vers plus de coopération. Alors ça, c'est vraiment en théorie. Après, en pratique, ça arrive très souvent que les plus petits collaborent et que les plus grands fassent aussi des travaux individuels. Mais globalement, dans l'esprit, on est un peu dans cette progression-là. Génial. Enfin, c'est marrant parce que toi, avant, tu faisais pas du tout ça. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, comme on m'a souvent posé la question... ta prise de conscience, oui. peut-être... Oui, et j'ai pas mal réfléchi à ce sujet. C'est vrai qu'avant, je répondais quand je suis devenue maman, et c'est vrai, ça a clairement je pense que participé ça joue, mais... oui, à une prise de conscience. Mais en fait, des années auparavant, moi, j'ai fait une mission humanitaire assez courte, de 2 mois, dans une fondation pour enfants des rues au Mexique. J'ai fait la même au Pérou. T'as fait quelle école? J'ai fait le SCP. Ah d'accord, parce que mon école faisait le Pérou avant, mais là, moi c'est Grenoble École de Management pour le coup. Et au Pérou, c'était pour des enfants des rues aussi? Ouais, d'accord. Ah, c'est rigolo. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ça quand même. C'est clair. Et clairement, je ne sais pas toi comment tu as vécu cette expérience. Mais c'est hyper forte, ouais. Hyper fort. Prise de conscience de la vulnérabilité de cette période de vie de l'individu et de l'importance, de la préciosité aussi de cette période de vie parce que, voilà, on le sait aussi, c'est vraiment constitutif de ce qu'on sera plus tard, l'enfance. Bien sûr. Et grosse claque déjà sur cette mission. Et après, clairement, en devenant maman... je me suis retrouvée à lire tous les livres d'éducation comme beaucoup de parents parce que voilà, en plus aujourd'hui on a quand même accès à une information pléthorique. Une littérature assez dense. Céline Alvarez, il y a plein de trucs là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, voilà, il y a énormément d'autrices, d'auteurs français et étrangers. Et donc moi je me suis beaucoup documentée et en fait en lisant je me suis dit mais c'est un sujet qui est tellement passionnant et je cherchais depuis longtemps à me reconvertir, le côté entrepreneurial ça faisait déjà plusieurs années que je l'avais en tête, donc clairement je me suis dit ok, l'éducation au numérique c'est vraiment un sujet qui est pour moi. Et pourquoi le numérique en tant que tel? Alors pareil, tu vois l'éducation, tu vois le Pérou par exemple, moi ça m'a éveiller plein de choses, mais numérique pas du tout. Donc toi, pourquoi le numérique? Alors le numérique, c'est quelque chose que j'ai aussi ancré en moi très fortement pour le coup depuis toujours. Alors le numérique, je devrais dire plutôt la technologie, la technique même, parce que moi j'ai grandi avec un papa technicien chez Darty, ensuite il est devenu responsable, mais moi quand j'étais petite il était technicien, il réparait, et il était tout le temps sollicité pour réparer à droite à gauche, et j'étais tout le temps avec lui. Trop bien. Et moi-même j'ai pu souder des composants de magnétoscope, enfin voilà, j'ai grandi au milieu de ces appareils désossés qu'il fallait réparer et reconstituer. Trop bien. Et mon père et encore aujourd'hui, et d'ailleurs jeune retraité, il s'est formé au développement informatique, il a passé son BTS. Waouh, génial, j'adore. Ouais. Et donc c'est un grand fan et clairement il m'a transmis ça. Ouais. Ok, trop bien. Top, du coup, ça fait une bonne transition pour justement savoir d'où tu viens, comment tu as grandi et comment aussi, travailler avec les enfants, mais toi, comment ton enfance s'est passée. Tu as grandi à Bondy, il me semble, la ville de Mbappé. C'est ça. Est-ce que tu peux me décrire ton enfance, comment tu étais petite, de quoi tu rêvais, quelles étaient tes aspirations et quel type d'enfance tu as eu et tes souvenirs, quoi. Déjà une enfance bondinoise, clairement, ce qui n'est pas une enfance comme une autre, parce que c'est la ville effectivement de Mbappé. Je suis allée dans la même école que Mbappé quelques années avant lui. C'est vrai qu'il est jeune, j'oublie à chaque fois, c'est un baby, quoi. C'est dingue. Et donc, une enfance dans un contexte assez... marqué économiquement et socialement. Moi j'ai le souvenir par exemple d'un collège très violent avec des vrais problèmes
comment dire, très lourd, quoi, avec dramatique. Voilà, vraiment des drames qui se sont passés dans ce contexte-là, dans lequel moi j'étais aussi. Une enfance aussi assez solitaire parce que je suis fille unique du côté de mon père et le reste de la fratrie, ils sont beaucoup plus grands. Donc aussi une enfance, je pense, très dans l'imaginaire. J'ai toujours été, voilà, je me suis toujours beaucoup raconté d'histoires, inventé des histoires. Et voilà, aujourd'hui, Coloris, ça se plie sur une histoire, donc tout se tient. Et je crois que j'ai eu la chance aussi de croiser des adultes qui m'ont vraiment donné confiance en moi. Je pense notamment, par exemple, à en parler de l'école, au directeur de l'école maternelle et primaire, qui fut le même ensuite pour Kylian Mbappé quelques années plus tard. Oui, c'est drôle. Et ce monsieur, j'en garde un souvenir très ému parce que c'est effectivement quelqu'un qui était très investi au sein de son école et qui avait toujours un petit mot d'encouragement pour se valoriser l'autre. Et voilà, donc clairement, moi, il m'avait mis un peu l'étiquette de la bonne élève en me félicitant, en m'encourageant. Et je pense qu'il a vraiment participé à ce qu'effectivement ma scolarité se passe très bien. Voilà, une enfance aussi en partie antillaise, parce que mon papa est antillais et j'ai passé beaucoup de temps aux Antilles. Où ça, du coup? Martinique. Martinique, ouais. Trop bien. Donc voilà. Chouette. Et tu avais des rêves particuliers tu voulais devenir quoi? Est-ce que tu avais... Alors, mon papa aussi est moniteur de plongée. Okay. Et quand j'étais petite, je voulais travailler dans les océans, quoi. Donc, océanologue, voilà, scientifique. Scientifique, j'avais pas ce terme à l'époque, d'autant que voilà, c'était pas des métiers que j'avais accès facilement dans mon entourage. Mais c'était un univers qui me plaisait beaucoup. Bon, après, j'ai fait complètement autre chose, mais oui, j'étais vraiment dans ces aspirations-là. Et tu parlais du coup de ton papa. Quelles sont les valeurs que t'ont transmises tes parents, qui te forgent la personne que tu es aujourd'hui, tout simplement? Oui, alors pour parler un peu de ma maman, typiquement, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux qui m'a vraiment appris ça presque comme une règle de vie toute petite, quoi, en m'expliquant qu'il faut toujours regarder les personnes qui ont moins que nous et toujours tendre la main, aider, si bien qu'on s'est parfois retrouvé dans des situations un peu cocasses parce qu'elle m'avait tellement répété ça que, voilà, par exemple, une fois, je l'ai pas encore raconté dans un podcast, celle-là, je t'en prie. Une fois, par exemple, je suis arrivée avec une jeune fille qui était à la rue, collégienne j'étais, et avec laquelle j'avais commencé à discuter. Ma mère me répétait tellement qu'il fallait s'occuper des autres que j'avais vraiment intégré ça. Et c'est quelque chose que je faisais assez naturellement aussi. Et elle m'avait expliqué sa situation et c'était tellement touchant que je dis écoute, viens, on va voir ce qu'on peut faire pour toi avec mes parents. Donc voilà, ils ont un souvenir c'est quand même assez délicat à prendre en charge comme situation. Et puis toi, tu te ramènes comme ça avec la personne. Oui, mais du coup, il a fallu aller au commissariat. Ça fait tout un pataquès, quoi. Ouais. Mais voilà, typiquement, la générosité, la droiture aussi, l'honnêteté, c'est quelque chose de très important pour moi comme valeur. Et je pense qu'on a aussi grandi avec beaucoup d'humour, de légèreté. Voilà. Trop bien. Et du coup, ensuite, tu fais quel type d'études? Je sais que tu vas en école de commerce, mais avant? Avant, je fais ce qu'on appelait, il fut un temps lointain, un DUG. Un DUG, c'est quoi? C'est un bac plus 2. D'accord. En lettres modernes. Ok. Voilà. Parce que oui, un autre élément constitutif de mon enfance, clairement, c'est la lecture. C'est ça, j'allais dire. Voilà, grosse lectrice, commence à partir de l'adolescence surtout. Et donc, pourquoi à ce moment-là? Parce que je parlais justement de mes vacances martiniquaises. Je passais beaucoup de temps toute seule parce que j'avais pas de cousins, pas de cousines. Et finalement, la seule échappatoire pour fuir cet ennui de l'enfant toute seule, c'était de lire. Et c'était très bien parce que effectivement, c'est un support, un outil, un objet, le livre, qui est très puissant et qui a agi sur moi très puissamment en tous les cas. Et donc oui, je suis devenue ensuite très très fan de littérature et si bien que j'ai fait un DUG de lettres modernes. Et c'est par ce DUG qu'ensuite j'ai pu intégrer Grenoble École de Management en concours passerelle. Et pourquoi? Parce que tu vois, je me dis quand tu es en cursus littéraire, à quel moment tu te dis tu vas en école? Alors, ça a été très chaotique en fait. Chaotique, pas tant que ça, mais nébuleux pour moi pendant très longtemps.
de ce que tu voulais faire. De ce que je voulais faire parce que, en fait, du fait de mon origine sociale, alors je trouve que c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on a aujourd'hui accès avec Internet à beaucoup d'informations. Donc peut-être qu'on arrive un peu mieux à s'orienter, ce qui n'est pas garanti non plus pour tout le monde. Mais en tous les cas, à mon époque, c'était la tannée de comprendre comment fonctionne le système, quelles sont les bonnes études à faire, sur quoi on aboutit à l'issue de telle ou telle étude. Et j'avais pas autour de moi le réseau pour m'orienter. Enfin, classe préparatoire, grande école, etc. C'est des mots que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas prononcés autour de moi. Donc j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, il y avait un classement des écoles et que si tu voulais avoir un bon job, globalement, et j'ai aussi grandi avec cette injonction à la réussite, hein, parce que quand on vient d'un milieu assez défavorisé, nos parents, ils n'ont qu'un souhait pour nous, et c'est bien normal, c'est que on soit plus lotis qu'eux et qu'on puisse réussir socialement, quoi. Donc, quelque part, quand j'ai compris que ces écoles-là, c'était bien pour avoir un bon job, je dis, OK, bon, on va essayer d'entrer dans l'une d'elles. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée à Grenoble École de Management. Ouais. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis justement, ce gap informationnel ou d'accès en tout cas à l'information. Oui. Quand tu arrives en école, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu un choc culturel, hein, parce que c'est aussi ça? Ah il y a eu un gros choc culturel. Moi, je me sentais tellement plouc. Ah ouais. Déjà, tu vois, au niveau d'apparence et tout, je me disais, oh là 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 là, je suis hyper mal habillée. En plus, Grenoble, pour le coup, c'est pas la pire. Enfin, quoi que ça dépend. Ah, moi, j'ai adoré. Hein. Enfin, mon école. Et je pense que la grosse différence entre moi et d'autres élèves plus lambda, si j'ose dire, d'école de commerce, c'est que... moi, j'ai découvert un monde, mais je trouvais ça magnifique. On avait une bibliothèque hyper belle, toute boisée, très bien décorée, avec tous ces livres, voilà, cet accès au savoir qui était là. Où je pouvais rester hyper tard le soir. Un bâtiment très, très beau, des profs qui étaient super et une vraie ambition pour les élèves qui passent par là. Enfin, moi, c'était bon, quoi. Après, le contenu des cours, oui, c'était pouvait être plus ou moins bien, mais moi, ça cochait toutes les cases. Et j'ai adoré mon école de commerce, pour le coup. Et oui, ça a été un vrai choc culturel auquel je me suis fait assez vite. Hein, très rapidement, j'ai aussi rencontré des gens avec qui j'ai lié des amitiés très fortes. Et voilà, donc dès lors qu'on arrive à être dans la connexion à l'autre, ça permet de dépasser aussi... ces différences, quoi. Et ensuite, du coup, tu as évolué dans le numérique, j'ai envie de dire, dans la tech. Oui, c'est ça. Comme on l'appelle. Tu peux nous dire brièvement ce que tu as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à arriver à là où tu es, hein, jusqu'à Coloré. Mais là encore, même si ça y est, j'avais validé le diplôme de l'école, j'ai mis du temps à savoir ce que j'avais envie de faire. Clairement, l'idée d'aller travailler dans une entreprise classique, sur un poste classique, voilà, ça me correspondait pas. Après quelques pérégrinations sur lesquelles je vais peut-être pas revenir, j'ai travaillé notamment dans une start-up qui était un projet de Betclic Everest Group. Qui consistait à connecter des émissions télévisées, donc sur France 2 M6 notamment, à des jeux massivement multijoueurs en ligne. Donc c'était une vraie innovation technologique. Moi, j'étais sur le côté produit et marketing, parce qu'on était une petite équipe d'une 30aine de personnes. Donc ça a duré 2 ans. C'était passionnant. J'ai senti que j'étais vraiment... j'étais à ma place. C'était vraiment passionnant. Et ensuite, j'ai travaillé, parce que ça n'a pas fonctionné par contre. Oui, d'accord, la boîte, oui. La boîte en tant que telle. Le business model n'a pas tenu, quoi. N'a pas tenu, clairement. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une ONG internationale sur toute la stratégie numérique digitale qui s'appelle Greenpeace, qui est très connue, et qui a des campagnes notamment digitales qui sont vraiment assez impressionnantes par leur ambition, leur envergure. Voilà, c'est 20 pays d'un coup qui déploient une action en ligne, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette aussi. Et avant de créer Colori, j'avais pris la direction marketing de Numa, qui à l'époque... Parce que j'ai une amie qui est la direction marketing actuelle de Numa. Non. C'est marrant comme on a plein de connexions. Jennifer, c'est marrant. D'accord, c'est hyper rigolo. Donc Numa, direction marketing de cette structure qui à l'époque accélérait des startups et accompagner des grands groupes dans leur transformation. Et du coup, moi, j'étais vraiment au cœur de cette émulation entrepreneuriale parisienne. Et déjà que j'avais un peu ça en moi, alors autant dire que là, j'étais bien alimentée pour y aller moi-même. C'est clair, tu m'étonnes. Si bien que voilà, ça a concordé avec le moment où moi-même, je suis devenue maman, où j'ai eu aussi envie de reprendre ma liberté statutaire, si j'ose dire. Enfin, j'avais plus envie d'être salariée, j'avais envie d'être entrepreneur, quoi. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est bon, on y va. Et dans ce parcours, pendant que tu bossais,
est-ce que tu avais justement ce dont tu parles? Est-ce que tu as eu des galères un peu, tu vois, ce côté... il y a aussi dans l'environnement Startup Nation, hein, moi je l'appelle, enfin on l'appelle Oui. tous comme ça un peu péjorativement, tu vois, Oui. très entre soi, très parfois chiant, il faut le dire. Mhm. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu des décalages, des trucs où tu t'es dit, enfin j'en ai marre ou pas du tout? Alors, sur ma première expérience startup, en fait, c'était, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était il y a plus de 15 ans. Ouais, donc Donc, on était en fait dans une autre époque Ouais. et la Startup Nation, enfin, on n'appelait pas ça comme Ouais, ça, ouais. c'était tout petit. Et non, il n'y avait pas encore ce côté, effectivement, un peu quelque Pas- part bling-bling. Ouais, quoi. je vois ce que je veux dire, quoi, Oui, je le vois très côté, bien ce que tu veux dire. Jean-Michel Startup. quoi. Voilà, c'est ça. On est un peu fatigué. Donc ouais, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves avec des mecs d'école de commerce, tous les mêmes, et un peu imbus de leur personne et qui essayent de te faire des leçons de morale ou de leçons de vie. Et je me Oui. demandais si tu avais vécu ça après ou pas. Bah, alors, je l'observe de loin, là. Clairement, oui, le constat que tu fais, je le partage. Moi, je suis abonnée à Tech Trash, par exemple, que je trouve hilarante comme newsletter. Ouais. Et oui, je trouve qu'il y a un fossé aussi entre les discours que peuvent tenir certains de ces dirigeants et les enjeux auxquels font face aujourd'hui notre société. Enfin, on a l'impression qu'il y a une vraie déconnexion entre ce dont on aurait besoin aujourd'hui et ce qu'ils proposent. C'est clair. Et moi, quelque part, ma chance, c'est que j'évolue certes dans un écosystème entrepreneurial, mais qui est celui de la EdTech, qui est quand même assez préservé, où il y a beaucoup plus de femmes que dans les autres secteurs, même si on n'a pas, on est quand même minoritaire. Ouais, il y en a pas assez, ouais. Mais voilà, et on est toutes et tous mus par une volonté de changer l'éducation. Et donc ça crée quand même, je trouve, un écosystème qui est assez singulier par rapport au reste de la Startup Nation. Enfin, en tous les cas, moi, voilà, je retrouve des personnes qui sont authentiques dans leur engagement, qui ne sont pas que à la recherche d'une croissance exponentielle, voilà, qui vont aussi regarder d'autres choses dans leur projet entrepreneurial. Et par exemple, pour Coloris, ça serait quoi la next step? C'est une super question. Nous, clairement, ce qu'on s'est fixé comme objectif, alors pour le coup, ça fait un peu Jean-Michel Startup. Vas-y, Amélia. Mais je On te pense que jugera c'est... En fait, récemment, je me suis demandé effectivement à quoi ça sert de croître. Alors, c'est certes pour servir un besoin économique, Bien sûr, mais ouais. c'est aussi, au bout d'un moment, si tu veux avoir un impact qui soit le plus important possible et si tu veux véritablement contribuer à changer la donne, et ben, ça passe nécessairement par un certain impact et une certaine croissance, quoi. Donc pour Coloris, la suite, c'est de passer des 60 villes partenaires qu'on a aujourd'hui à 500 villes. En France, on a 36 000 villes, donc 500 villes, c'est pas encore tout le territoire, mais clairement 500 villes, et d'autant plus si on arrive à avoir une bonne répartition géographique, bah là on sera vraiment dans un essaimage assez large de notre approche auprès de beaucoup d'enfants différents. Donc c'est ça pour nous la prochaine... Et ça passe par quoi? Par une levée? Ça passe par recruter des gens? Alors on a levé l'année dernière, Ok. et là on est dans Vous avez levé combien? On a levé 1 million. D'accord, trop bien, bravo. Ouais, merci. Et on a levé, là encore, je tiens à le préciser, auprès de Maïf Impact et de la Banque des Territoires, qui sont des acteurs du financement qui sont très spécifiques et qui clairement soutiennent des entreprises comme nous, qui sont dans une recherche d'impact, avec un agrément ESUS. L'agrément ESUS, ça fait peur à plein d'autres actionnaires concrètement. Okay. Eux, c'est au contraire un critère pour entrer dans ces fonds. Donc oui, voilà, pour nous, là, la prochaine étape, c'est d'accélérer d'une part, c'est de poursuivre aussi notre développement pédagogique, ce qu'on nous demande beaucoup, 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 et on commence à y répondre enfin, c'est de travailler aussi avec les plus grands, toujours dans l'idée d'être dans cet accompagnement à l'usage du numérique et pas dans la diabolisation du numérique. Je le précise parce qu'il y a aussi un courant très radical qui veut une vie complètement déconnectée. Je trouve que c'est illusoire en 2023 et je préfère être dans cet accompagnement bienveillant et serein plutôt que dans cette panique morale-là. Et donc voilà, la prochaine étape, c'est aussi d'aller travailler avec les plus grands. Parce que du coup, avec les plus grands, l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'ils veulent se développer au métier du numérique ou ils veulent... Tu vois, c'est quoi l'enjeu? Ouais, alors quand je dis plus grand, parce que c'est vrai que c'est pas si grand que ça. Mais nous, tu sais comment... Canaille-com. Non, mais quand chez nous, les grands, tu sais, déjà, ils ont 6-7 ans. Mais en fait, ils sont petits. Mais les petits, ils ont 3 ans. Mais non, quand je dis plus grand, globalement, en fait, je trouve que dans la vie numérique d'un enfant, il y a l'avant... J'achète un téléphone portable. Enfin, mes parents me dotent de mon premier téléphone portable. C'est à quel âge en moyenne? En moyenne, en France, c'est 10 ans.
Oh, quand même. Voilà. Et donc, nous, on aimerait travailler aussi avec l'après. Une fois que j'ai un téléphone dans les mains, qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'assure qu'il me soit profitable? Comment je fais en sorte que je continue à me développer bien voilà, scolairement, socialement, au niveau de ma santé aussi, tout en ayant profité de tous les bienfaits du numérique, quoi. Ok, et donc dans ce cadre-là, c'est vous les accompagnez sur les applications qu'ils doivent télécharger. Alors, on en est au tout début de cette histoire aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, mais tes questions sont hyper pertinentes. Tu fais bien de les poser. Mais globalement, on a 2 axes de développement avec les plus grands aujourd'hui. On a noué un partenariat avec Chute Explore, qui est le premier magazine papier qui va être vendu en kiosque, destiné aux adolescents sur le numérique. D'accord. À travers des jeux, des témoignages, des portraits. Alors, ça va être ce qu'on appelle un one-pager plié. Voilà, ils ont fait tout un système de pliage avec un poster au verso. Ouais, c'est vraiment canon. Ils ont terminé, je pense, ou ils vont terminer incessamment sous peu leur crowdfunding. Ils ont eu plus de 3000 abonnements, dont beaucoup de collégiens, et de collèges, d'établissements, pour doter les collégiens de ces magazines-là. Et donc, Coloris va être contributeur de la partie jeu. Ouais, trop bien. Voilà, avec un premier quiz dans le premier numéro sur l'histoire de l'informatique. Et deuxième axe de développement, on travaille en ce moment, voilà, je pense que c'est un peu une annonce officielle, plein d'annonces. Voilà, première annonce sur une fresque des écrans. Donc on connaît les fresques de la diversité, fresque du climat, fresque du numérique, fresque des océans, etc. Aujourd'hui, on compte une 60aine de fresques amies à celle de la fresque du climat. Nous, on travaille sur une fresque des écrans pour montrer à travers effectivement ce système de cartes reliées les unes aux autres que le numérique, c'est aussi un sujet complexe avec plein de tenants et aboutissants, plein de causes, plein de situations problématiques voilà, qui sont toutes interreliées, et en proposant surtout aussi des solutions, des bonnes pratiques pour que le numérique soit le plus profitable possible à tous. Trop bien, trop chouette. Et par rapport à ta vie d'entrepreneur, parce que là, ça fait 3 ans, 4 ans 2018, donc 5 ans. Voilà, 5 ans. Ouais. Comment tu le vis, tout simplement? Parce que je ne vais pas dire quels sont les 3 facteurs clés de succès, comment tu le vis, comment les hauts et les bas. Parce que ce podcast, j'aime bien aussi parler des choses transparentes. Voilà. Faut avoir le cœur bien accroché quand même. Oui, c'est ça. Mais moi, je regrette pas du tout. Clairement, je me sens bien à ma place en tant qu'entrepreneur, beaucoup plus qu'en tant que salarié. Après, j'ai la chance d'avoir un contexte économique qui me permet d'avoir pris des risques. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer, c'est quand économiquement c'était possible de le faire, et j'ai bien conscience que c'est une vraie chance d'avoir réussi. Parce que tu avais une rupture conventionnelle, quand tu dis économique, c'est oui, ça? C'est ça. J'avais effectivement les aides de l'État au niveau du chômage et un foyer qui pouvait soutenir éventuellement un arrêt total de mes revenus. Voilà. Donc il y a ça, et après... c'est parfois de grands espoirs, mais qui n'aboutissent pas. C'est beaucoup de refus. Il faut vraiment être persévérant. Et voilà, sur les réseaux sociaux, dans les médias, on a effectivement la partie très paillettes. Tu as eu de bonnes retombées presse avec Coloris. Tu as été aussi... tu as eu le prix de Veuve Clicquot, il me semble. Oui. Ouais, ça c'est super. Oui, clairement. Alors pour le coup, avant, mon métier, c'était quand même la com, le marketing. Donc, c'est un aspect que j'ai essayé de mettre au profit de ma propre entreprise, tant qu'à faire. Mais voilà, ça demande effectivement d'être très optimiste et positif, et d'arriver à transformer une situation où tout le monde considérait cette situation comme un échec et comme quelque chose de dramatique, comme quelque chose de pas si grave, et de l'apprentissage. Après, c'est parfois des moments de grand découragement, des doutes, des fatigues. Voilà, je suis aussi parent par ailleurs. La chance que j'ai, c'est d'être clairement associée. La directrice générale de Coloris est mon associée, Perrine Le Gall. J'ai cofondé avec elle Coloris. Et voilà, pour moi, c'est un duo qui est très précieux, et ça aurait été très difficile toute seule. Je suis hyper admiratrice des solos. Des solopreneurs, ouais. Et comment tu as trouvé ton associé? C'était facile ou pas?
Non, mais ce que j'ai fait, et finalement, c'est un peu une posture aussi par défaut que j'ai dans la vie, je crois. Ouais. C'est que j'ai dit à tout le monde, partout, tout le temps, que je cherchais un entrepreneur, que je cherchais une associée, Ouais. pardon, je vais y arriver. Entrepreneur aussi. Bah, entrepreneur aussi, tout à fait. J'ai même passé une annonce sur les échos-annonces. En fait, il y a une partie des échos pour les personnes qui sont porteurs d'un projet d'entreprise et qui cherchent des associés. Donc, j'ai posté une annonce et j'ai aussi écrit moi-même plusieurs articles, dont un article, une tribune sur Uzbek Erika, où j'ai signé en disant je cherche quelqu'un. Et c'est cette tribune qui m'a permis d'être visible, voilà, et repérée par Perrine, qui a pris contact. Et voilà. Trop bien, trop chouette. Du coup, tu parlais de la littérature, pardon. Comment ça t'a nourri quand tu étais plus jeune? Ouais. Tu as aussi écrit un livre. Oui. Comment s'est fait ce cheminement? On a tous une petite passion cachée quelque part, mais qu'on n'arrive pas à aller chercher. Toi, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Et même, écrire un livre, c'est pas rien, quoi. Non. Non. Non, ça prend un peu de temps. Disons-le. Ouais, clairement, pour écrire, je crois qu'il faut lire déjà, parce que du coup, ça permet de bien comprendre quels sont les leviers d'une trame narrative qui fonctionne, voilà, d'avoir les choix des mots, d'avoir un vocabulaire qui soit le plus précis, bien etc. sûr. Enfin, développer son propre style, ça passe par l'appropriation de plein d'autres styles. Donc déjà, voilà, j'avais ça en moi, j'ai toujours beaucoup lu. Et cette envie d'écrire un roman, elle est vraiment très très vieille. Je me suis toujours... toi, tu me demandais ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Bah, je pense que écrivain ou romancière, ça faisait clairement partie un peu du champ, ouais. Ouais, ah oui. Et je crois qu'à 19 ans, j'ai écrit une nouvelle qui est arrivée deuxième dans un concours de nouvelles. Je l'avais envoyée. Ouais, mais pas première. Bon, j'avais perdu. Il n'y avait pas 3 prix, tu sais, prix argent. C'était tu gagnais ou pas. Mais le jury m'avait écrit pour me dire que voilà, j'étais arrivée juste derrière et qu'ils avaient beaucoup aimé. Voilà. Donc, clairement, tu vois, c'était très tôt déjà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé à un dîner de l'ADN, qui est un magazine de tendance sur la com et le marketing. Ouais. Et ils avaient proposé un jeu aux participants hyper rigolo, où en fait, on avait devant soi un papier et une enveloppe. Il fallait qu'on écrive sur le papier une promesse qu'on allait se faire à soi. Qu'on referme le papier et qu'on glisse tout ça dans l'enveloppe. Et cette enveloppe, ils allaient nous l'envoyer dans 1 an, pile poil. Je fais un jeu comme ça aussi dans mes ateliers. Et du coup, je me suis écrit « Commencer ton premier roman » parce que j'avais ça en moi depuis très très longtemps. Et ça a été ultra efficace sur moi parce que j'y ai beaucoup pensé. Je me suis dit, tu peux pas, dans 1 an, recevoir ce truc et t'as pas commencé, quoi. C'est clair. C'est pas possible. Et parallèlement, les choses sont bien faites et il n'y a pas de hasard dans la vie. Une amie se lançait dans le coaching littéraire, elle-même hyper fan, voilà, elle-même autrice. Ça s'appelle comment ? Elle s'appelle Lola Sorrenti. Ah non, c'est pas elle. Non, parce que je pensais à une autre personne. Mais... Voilà, et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'elle fait, parce que depuis, elle a énormément développé son activité. Elle est prof à Lire Magazine, à l'atelier, à l'école Les Mots, enfin voilà. Ouais, trop bien. Et donc, j'étais sa première cliente sur l'accompagnement de manuscrits de romans. Et en fait, ça a été très, très structurant et très aidant dans véritablement l'écriture du roman, parce que j'avais des rendez-vous avec elle que je voulais honorer avec des écrits qu'on puisse avancer. Elle me donnait des exercices. Et voilà, cette relation a clairement permis au manuscrit d'avancer relativement vite. Trop chouette. Ouais. Le livre, c'est « Ainsi naissent les mamans ». Je pense quand même. Oui. Et j'avais envie quand même de te poser quelques questions sur la maternité en tant que telle. Oui. Qu'est-ce que ça t'a changé ? Ça a été une naissance, quoi. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Ça a été la naissance d'une autre personne, non, mais d'une autre partie de mon individualité, clairement, parce que je crois, d'ailleurs, c'est pareil, ça se voit par IRM, le changement du cerveau du parent, pas que de la maman, le papa aussi change, mais ça fait prendre conscience... que la vulnérabilité de la vie, l'importance de l'amour, de la connexion à l'autre, l'envie impérieuse que ce petit être se développe du mieux possible, avec toutes les clés possibles pour être heureux.
Donc pour moi, ça a été vraiment un bouleversement total. Très joyeux, un tourbillon très... Alors, difficile par certains aspects, et voilà, notamment, moi, j'ai pas... était hyper à l'aise avec toute la partie nourrisson et tout. Je trouve que quand tu as un nourrisson, moi, mon premier enfant était un nourrisson pas simple. Alors, les nourrissons, il paraît qu'ils dorment tout le temps, mais... mais pas ne me le dites pas. Ne me parlez pas de ces bébés. Le mien, c'était pas du tout le cas et ça a été très difficile. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de parents. On est aussi aujourd'hui dans une société où on a une injonction très très forte à être un super parent. Je pense qu'il faut aussi faire beaucoup attention à ça et s'autoriser à ne pas être parfait parce que en fait on est tous parfaitement imparfaits. C'est comme ça, même en tant que parent. Récemment, je disais à mon mari, acceptons notre nullité parentale, elle est universelle. Voilà. Donc, des difficultés, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Enfin, moi, je trouve que c'est un kiff incroyable, les enfants. Et comment tu as appris à être parent ? Comment j'ai appris à être parent ? Je crois que le meilleur conseil que je pourrais me donner et que je pourrais donner à d'autres, c'est d'observer son enfant. Parce que finalement... certes, il y a des invariants qui constituent l'humanité, l'enfant, tous les enfants, peu importe où ils naissent, traversent tous les mêmes stades de croissance, etc. Mais malgré tout, on est aussi des individus avec des personnalités qui nous sont propres, des besoins qui nous sont propres. Et on voit même au sein d'une même fratrie, même deux frères ou sœurs rapprochés vont être très différents. Et je pense que c'est ça qui importe, c'est vraiment de rester connecté à la spécificité, à l'individualité de son enfant pour y répondre au mieux. Parce que les conseils tout faits, en fait, ils ne vont pas fonctionner sur tous les enfants. Et du coup, si on s'applique des trucs comme ça, on risque de passer à côté de la personnalité souvent tout le temps lumineuse de son enfant dès lors qu'on la laisse s'éclairer. Puis après, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a l'individualité de l'enfant, mais aussi du parent qui a aussi a grandi dans un environnement, à ses modèles culturels, etc., qui va transmettre ou pas à ses enfants, quoi. Bien sûr. Donc, oui, absolument. Et alors j'ai oublié, j'aime pas citer un livre quand j'ai pas la référence entière, mais il y a ce livre que je trouve bouleversant qui réunit 40 mamans issues de 40 pays différents. Nice. Et elles racontent chacune leur parcours de mère et ce qu'elles ont été chercher dans leur culture. Donc ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Et trop effectivement... tu retrouveras la référence, tu me diras. Oui, tu peux la mettre en commentaire. Yes, trop chouette. Et tu l'as dit à 3 reprises, je pense, je me sens à ma place. Donc j'ai une question du podcast où je parle de la notion de sweet spot. C'est là on sent bien et à sa place. En quoi tu te sens à ta place aujourd'hui ? Je me sens à ma place parce que clairement, ce que permet... l'entrepreneuriat, et pour moi, par rapport à mon individualité, c'est extrêmement précieux, c'est le pouvoir de création. C'est-à-dire, demain, si j'ai envie de partir d'une feuille blanche et de proposer une nouvelle activité aux enfants sur l'intelligence artificielle, ChatGPT ou je sais pas quoi, libre à moi de créer, d'aller chercher les ressources qui vont bien, d'aller faire appel aux personnes qui seraient compétentes sur ces sujets, de proposer à une illustratrice que j'adore, d'être partie prenante du projet. Bon, après, il y a des considérations économiques, évidemment, bien derrière, il y a des contraintes. Mais d'ailleurs, travailler sous contrainte, c'est extrêmement chouette pour la créativité. C'est en Inde, la notion de Jugad. Je connais pas. C'est le fait de... c'est une notion qui montre en fait l'efficience des femmes et des hommes dans la contrainte du manque de ressources. Tu développes une créativité telle qui s'appelle Jugad. D'accord. Il me semble que j'avais appris ça quand j'étais en école, mais... voilà. mais c'est tout à fait ça. C'est l'idée que aujourd'hui, je suis vraiment dans une position de création. Et ça me nourrit énormément. Là aussi où je me sens clairement à ma place, c'est que je peux m'exprimer. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de pouvoir prendre la parole, de dire ce que je pense, parce que formaliser, verbaliser, trouver les mots sur ma vision du monde, en fait, ça m'aide moi aussi à me structurer. Enfin, c'est quelque chose qui est très bâtisseur. Enfin, je sais pas comment me dire, mais qui me construit, quoi. Structurant, voilà. Et la dernière chose, c'est que par rapport à un poste salarié, alors je veux dire, j'ai beaucoup plus de liberté. Là encore, évidemment, j'ai des contraintes, j'ai des collègues malgré tout. On a des locaux, etc. Mais je suis infiniment plus libre.
ne serait-ce que dans la tête, de pouvoir travailler si j'ai envie tout le dimanche. Et en fait, le lundi après-midi, j'ai besoin de faire un truc pour mon fils, et ben, je le fais. Enfin, et voilà, cette flexibilité est beaucoup plus en phase avec ma nature, où en fait, moi, j'ai des moments d'intensité de travail qui n'ont rien à voir avec des horaires de bureau. Enfin, je peux travailler intensément toute une soirée, une partie de la nuit, et puis ensuite, le lendemain, je vais pas être productive. Et bah, si on me demande d'être productive que de 9h à 17h, c'est dommage, on va passer à côté d'une partie de moi, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis ça, après, je pense que il y a quelques entreprises qui changent quand même là-dessus pour s'adapter, parce que c'est plus possible, en fait. C'est un peu compliqué. Là, je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le Tamil Katemeri. Si tu devais me dire ta plus grande peur, ça serait laquelle? Ma plus grande peur serait que mes enfants souffrent. Voilà. T'en as combien? J'en ai 2. Okay. Très bien. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Alors, la leçon de vie que je trouve vraiment très puissante et que j'essaie de partager le plus possible, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Okay. Mais je trouve que ça donne une clé de lecture sur la vie qui est vraiment très éclairante. C'est quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, en fait, c'est que tu le fais toi-même. Bien sûr. C'est très fort. Non, mais je suis complètement en phase avec toi. Ouais. Voilà. On reproche. Enfin, c'est marrant parce que moi, c'est une psy qui m'avait dit ça. Qu'en fait, quand tu es là à te plaindre, etc., c'est que toi-même, ça t'agace tellement. C'est un défaut que tu as en toi. Et quand tu le vois chez l'autre, ça t'agace encore plus. Et donc, pose-toi des questions. Voilà. Et c'est vrai que c'est un outil puissant. Moi, parfois, quand je m'énerve, je me dis, si je m'énerve autant, c'est qu'il y a quelque chose chez moi que je dois régler. Oui. Mais c'est dur. Ah bah oui. La vie est un long chemin. Ouais, mais c'est dur. Mais clairement, trop bien. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'est de bien m'entourer. Et effectivement, choisir les personnes avec lesquelles on va être en lien toute la journée, c'est fondamental, quoi. Et sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Oui, les deux, les deux. C'est vrai que, là, on a plus... moi, au début du podcast, quand je l'ai lancé, c'était plus sur la vie pro, mais là, j'essaie d'avoir des sujets plus sociaux, parce que, tu vois, la réussite en tant que telle, on pense souvent que c'est le pro, mais moi, je pense que de plus en plus, que c'est plus le perso que le pro. Ouais. Enfin, vraiment, il y a un truc... oui. Tu as les relations, l'amour, la parentalité, enfin, tout ça, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que on pense tous que le travail est au centre et que et que tout le reste gravite autour. Et en fait, moi, de plus en plus, je me dis, non, il faut décaler le travail et essayer de faire adapter le travail à la vie, quoi. Oui, et puis en fait, moi, je crois beaucoup à la porosité qui existe entre les différentes sphères d'un individu. On ne peut pas mettre dans un casier, dès que tu arrives au bureau, toute ta vie perso, et puis c'est bon, maintenant, j'arrive au bureau. Bah non, tu arrives avec toute ta vie perso, et quand tu repars, tu repars avec ta vie pro. C'est ça. Il y a une vraie imbrication, carrément. S'il y avait quelque chose que tu aimerais changer dans le monde, ce serait quoi? Ah bah j'adorerais qu'on réussisse à devenir une société plus sobre. Parce qu'en fait, il en va de notre survie à tous. Et alors, je ne dis pas du tout que je suis exemplaire et que je fais tout comme il faut. Il y a plein de trucs que je ne fais pas comme il faut. Mais c'est vrai qu'il y a sur ce sujet-là, il y a un besoin d'instinct grégaire. Il y a besoin qu'on y aille tous ensemble, en fait. Bien sûr, carrément. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Ça serait quoi une vie réussie pour toi? Alors pour moi, la réussite, j'ai beaucoup aimé ce que disait Alexander Sutherland Neill, qui est l'auteur de Libre enfant de Summerhill, où il raconte l'expérience d'une école alternative qu'il a ouverte dans les années 70, qui existe toujours en Angleterre, dans laquelle les enfants étaient totalement libres. Bon, après, on peut questionner la pertinence de son approche, mais lui, ce qu'il a beaucoup dit et répété, et que je trouve assez puissant, c'est que la réussite, c'est pas avoir un bon job, avoir un bon salaire. La réussite, alors j'ai plus la phrase exacte, mais c'est se lever tous les matins et être heureux et être content de la journée qui nous attend, quoi. Et peu importe qu'on soit chauffeur routier ou trader
valeurs ou que sais-je, du moment qu'en fait on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Et voilà, il dit souvent qu'on lui pose la question de la réussite de ses élèves, parce qu'évidemment dans une école aussi alternative, les personnes un petit peu étroites d'esprit, ou en tous les cas qui n'ont pas cette ouverture à d'autres possibilités de réussite, demandent alors mais ils font quoi plus tard ces enfants-là. Et il dit moi ils ont tous réussi. Alors il y en a un qui est plombier, il y en a un autre qui est boulanger, il y en a un qui est ingénieur, mais en fait ils ont réussi parce qu'ils sont bien là où ils sont, quoi. Trop bien. On revient à cette notion de place, être à sa place. De place, d'être à sa place, complètement. S'il y a une valeur qui devait te correspondre, ce serait laquelle? Une valeur, alors je ne sais pas est-ce que c'est une valeur, j'allais dire la joie. Ouais, la joie c'est une valeur, je pense. Ça peut être, hein. En tous les cas, je pense que c'est un levier qui permet de donner beaucoup d'essence, beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait, qui permet de résoudre plein de situations conflictuelles, qui permet de pacifier. C'est vraiment quelque chose que j'essaye d'instaurer même dans notre équipe. Enfin voilà, cet aspect, la puissance de la joie. C'est un livre de Richard Lenoir. Je crois que c'est très puissant, la joie, que c'est très sous-estimé. Génial. Est-ce que tu as un livre à recommander? Parce que je pense que tu lis énormément. Est-ce que tu as un livre particulier à recommander? C'est difficile parce que... T'en as plein, je suppose. J'ai tellement de livres à recommander. Mais si, j'ai bien envie de recommander le livre écrit par mon amie Aurélie Jean et l'autrice Amanda Stairs, Résistance 2050, parce qu'elle est en pleine promotion en ce moment, donc je me permets de lui faire une petite promo, qui du coup nous emmène en 2050 où 80% de l'humanité est équipée d'une puce, 20% de l'humanité résiste. Et voilà, on suit effectivement plusieurs personnages à la fois résistants et pucés dans un livre absolument passionnant. Génial, parfait. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais rajouter, une question que je ne t'ai pas posée ou juste un dernier message après cette riche conversation? Merci infiniment. Alors j'imagine qu'il peut y avoir pas mal de personnes qui hésitent par exemple à entreprendre, qui écoutent ce podcast. Ce que j'essaye de dire souvent aux gens aussi le plus possible, c'est que souvent on n'y arrive pas parce qu'on est plein, et moi la première, de croyances limitantes. Et je crois que de faire un travail sur ses propres croyances et ce qui nous empêche, ça permet vraiment de lever tous les freins et d'avancer beaucoup plus vite ensuite. Et sachant qu'entreprendre, c'est entreprendre juste sa vie. Hein. C'est pas qu'un truc business, c'est vraiment... oui, bien sûr. C'est des projets, faire des trucs cool. Oui. Kiffer sa vie, quoi. La joie. Absolument. Parfait. Merci beaucoup, Amélia. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.